Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Pied noir, c'est notre seul bagage. Pied noir, voilà notre fierté. Rien ne pourra faire oublier notre passé. Bienvenue dans ce 8e Au Forum avec, bien évidemment, le secrétaire général de Jeunes Pieds Noirs, Bernard Colle. Bonjour. Bonjour, Martial. On se retrouve pour la 8e fois sur TV déjà, Liberté. Le temps passe. Lors du dernier Au Forum, la relation État-rapatrié était au point mort, notamment depuis la réunion du 18 décembre 2014 avec votre ministre de tutelle d'alors, qui était Jean-Marc Todeschini. Nous abordons donc ce 8e Au Forum dans ce contexte d'une reprise de cette relation qui devrait aboutir très rapidement, vers le mois de juin, dit-on, à la présentation d'une nouvelle loi au Parlement. Et pourtant, les médias nationaux semblent absolument ignorer la préparation de cette nouvelle loi en faveur des harkis, sur laquelle s'est engagé le président de la République. Tout à fait, Martial. Depuis notre dernier Au Forum, il y a 9 mois maintenant, la situation politique a considérablement évolué dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine des rapatriés. Bon, Emmanuel Macron a défini sa logique politique, la façon dont il abordait la politique. Le 3 juillet 2017, il a tenu un discours fondateur devant le Parlement réuni à Versailles, dans lequel il a expliqué que sa logique serait une logique d'effectivité, c'est-à-dire de respect des engagements qu'il a pris, et ensuite de responsabilité des citoyens. Et dans ce contexte-là, vis-à-vis des harkis notamment, eh bien, il faut constater que Emmanuel Macron a fait un pas en avant, puisque le 25 septembre dernier, il a reçu 2 délégations de harkis à l'Élysée, auprès desquelles il s'est engagé à préparer une loi de reconnaissance et de réparation, dans la foulée de ce qu'a reconnu évidemment François Hollande le 25 septembre 2016, où il a reconnu la responsabilité de la France dans l'abandon et le massacre des harkis. Alors, au cours de ces rencontres, il a été décidé de créer un groupe de travail. Ce groupe de travail a effectivement été mis en place le 23 janvier dernier par Madame Geneviève Darrieussecq, qui est notre ministre de tutelle. Et c'est vrai, on est très étonné de voir les grands médias nationaux ne pas en parler. Heureusement que Télé Liberté est là pour rattraper ce déficit d'information. Si les internautes ont pu suivre régulièrement sur TV Liberté depuis cette actualité, depuis la première intervention que vous avez faite, c'était en mars 2014. 2014 avec le regretté Pierre Descaves, bien sûr. Ils ont pu suivre les différentes étapes de votre action. Est-ce que vous avez le sentiment, néanmoins, que la majeure partie des Français rapatriés, des harkis, des pieds noirs, des anciens combattants, sont réellement informés de l'évolution de la situation vers peut-être quand même une solution plus juste, plus équitable du dossier rapatrié? Alors nous sommes évidemment très satisfaits des résultats obtenus par les différents Au Forum, qui font en moyenne entre 4 000 et 10 000 vues depuis leur création, avec une tendance à faire une cinquantaine à une centaine de vues complémentaires par mois. Mais ce qui est de plus spectaculaire, ce sont les films que nous avons mis en ligne, notamment Harkis les sacrifiés, qui fait 3600 vues complémentaires par mois, qui a dépassé les 90 000 vues, et le film de nos amis Charlie Cassan et Marie Avenel, La valise ou le cercueil, qui lui dépasse 340 000 vues et qui fait plus de 7700 vues complémentaires par mois. Donc en fait, on s'aperçoit qu'Internet devient un média alternatif qui n'est pas encore utilisé par tout le monde, mais il y a quand même encore un déficit d'information, puisqu'il y a 420 000 familles rapatriées à informer. Est-ce que la campagne de presse Vérité et Justice pour les Français rapatriés, qui a été lancée, ça va faire presque 10 ans, Bernard Colle, on était en septembre 2008 je crois, par votre collectif et 62 associations, est-ce que ça a quand même permis de toucher un large public ? Alors oui, bien sûr, 30 publicités dans Le Monde, Le Figaro, Valeurs Actuelles, La Provence, etc. Ces publicités ont touché
16 millions de lecteurs. Donc forcément, ça a été la seule façon d'exister réellement, puisque depuis malheureusement les années 2010, les grands médias nationaux, même les hebdomadaires comme Le Point, Valeurs Actuelles, ne font pas régulièrement des bilans sur la situation de la communauté rapatriée. Le dernier point, c'est le cas de le dire, dans le point de 2010 sur les rapatriés, ben, il remonte à 2010, hein, ça fait quand même 8 ans. Donc, et Valeurs Actuelles, par contre, est beaucoup plus régulier dans son information auprès des Français rapatriés. Il y a eu un très bon numéro, d'ailleurs, fait à l'époque par Arnaud Folk, pour les élections de 2014. Ensuite, il y a eu un numéro contre le 19 mars 62 en 2016. Et récemment, un numéro pour expliquer la situation dramatique de l'Algérie aujourd'hui, en 2018, la bombe algérienne. Donc, tous ces numéros-là contribuent à faire connaître, là encore, la situation des Français rapatriés, mais ils sont malheureusement peu réguliers, enfin peu insuffisants en termes de quantité, et nous sommes obligés de diffuser un bulletin d'information électronique qui touche directement les cabinets du chef de l'État, du Premier ministre et des ministres concernés, ainsi que tous les journalistes, les parlementaires, les 900 sénateurs et députés, 200 journalistes, à peu près 300 associations de rapatriés, quelques milliers de soutiens et adhérents de Jeunes Pieds Noirs. Et nous comptons surtout sur l'effet boule de neige que permet aujourd'hui la messagerie sur Internet ou les réseaux sociaux, mais nous croyons beaucoup plus à la messagerie qu'aux réseaux sociaux qui sont plutôt confinés à des petits cercles. Diffusion de l'information. Vous parliez à l'instant de Valeurs Actuelles et d'Arnaud Folk. Eh bien, je vais vous proposer de me rejoindre de façon à l'accueillir sur ce plateau de forum. Symbole de courage, pieds noirs, reflet de volonté. On se retrouve pour cette émission de Forum avec Arnaud Folk. Bonjour Arnaud Folk. Bonjour. Vous êtes le directeur délégué de la rédaction de Valeurs Actuelles et surtout le rédacteur en chef du nouveau hors-série de Valeurs Actuelles, qui est un hebdomadaire bien sûr très apprécié des Français, des téléspectateurs de TV Liberté et dont l'audience d'ailleurs augmente fortement et c'est une bonne chose. Valeurs Actuelles va consacrer donc son premier hors-série à la colonisation, avec une une un peu provocatrice, au bon temps des colonies. Un sujet que, bien évidemment, nous avons longuement traité dans le précédent forum, le 7e. Et pourquoi avoir pris le thème de la colonisation pour ce premier hors-série? Par provocation? Alors non, d'abord, petite précision, les hors-séries de Valeurs Actuelles existent depuis 2 ans. Ils ont pris la suite du magazine Spectacle du Monde qui s'était arrêté et qui fait partie aussi du groupe Valmonde. Maintenant, effectivement, je m'en occupe depuis quelque temps et on a décidé effectivement de consacrer ce premier papier aux colonies. Pourquoi ? Parce qu'il y a sur ce sujet un véritable mensonge d'État dont ne parle aucun de nos confrères et pas même nous-mêmes dans l'histoire de nos hors-séries ou de Spectacle du Monde. Il n'y a aucun de nos confrères qui ont beaucoup de hors-séries n'ont consacré un sujet à ce thème-là. La couverture peut paraître comme ça un petit peu provocatrice. La réalité, c'est qu'à l'intérieur, nous donnons la parole à des spécialistes, nous faisons l'analyse des faits et des chiffres. Il ne s'agit pas effectivement d'un travail militant, il s'agit d'un travail d'historien qui a été fait, y compris par des très grandes signatures. D'accord, mais alors quand on met au bon temps des colonies, on est obligé de mettre en parallèle la déclaration du président Macron en déplacement en février 2017 en Algérie. Lui dit la colonisation est un crime contre l'humanité, une vraie barbarie. Au bon temps des colonies, une vraie barbarie. Eh bien, je crois précisément, si vous voulez, qu'on se situe exactement aux antipodes de sa déclaration et qu'en fait, la déclaration provocatrice, c'est la sienne, ce n'est pas la nôtre. Il ne faut pas oublier qu'effectivement les colonies, c'est 4 siècles d'histoire française qui, jusqu'à un passé récent, on va dire jusqu'à la période de décolonisation, étaient célébrées par tous, y compris et peut-être d'abord même en premier par le personnel politique de gauche. On sort dans donc ce hors-série qui sortira le 24 mars, tout un tas de déclarations. Il y a des déclarations connues, effectivement, celles de Jules Ferry ou d'autres, mais on a retrouvé des déclarations de François Mitterrand, de Pierre Mendès France, de Jean Jaurès, de Léon Blum et de bien d'autres, qui tous étaient favorables aux colonies. Ce qu'on veut, c'est remettre l'histoire à l'endroit et se dire qu'on n'affronte pas l'avenir sans avoir un socle de passé solide, et il suffit des mensonges sur ces questions. C'est-à-dire que vous avez trouvé des déclarations, vous avez trouvé des faits historiques aussi qui viennent finalement
non pas conforter, mais contredire la thèse du président de la République. Ben bien sûr. Vous savez que d'abord, à l'origine, qui a souhaité les colonies? C'était la gauche. La droite, et y compris, entre guillemets, l'extrême droite, ne le souhaitait pas. Des personnes comme Paul Déroulède, sous la Troisième République, expliquaient que l'objectif, c'était la récupération d'Alsace-Lorraine. Et la gauche, elle, avait comme objectif, effectivement, de dire, bon, on va aller dans les colonies, répandre la civilisation, l'humanisme, etc. Après quoi, la droite, en fin d'histoire, elle a agi avec honneur et fidélité, et elle a défendu le drapeau français là où il se tenait, donc elle a eu dans l'histoire le mauvais rôle, même si à l'origine, elle n'était pas à l'origine des colonies. Et enfin, effectivement, de manière très concrète, là, au-delà de toute idéologie, le bilan français dans les colonies, d'ailleurs, on a retrouvé des déclarations du général de Gaulle qui le disait, en citant nos sources, a été évidemment positif. Et il faut savoir qu'il y a encore une fois un décalage profond entre ce que pensent nos élites politiciennes et le pays réel. 64% des Français souhaitent qu'on enseigne à l'école le bilan positif de nos colonies, quand grosso modo 98% de notre personnel politique considère effectivement que les colonies ont un bilan négatif, ce qui est totalement faux. Alors quand vous parlez des colonies, est-ce que vous en tenez à l'Algérie, ou est-ce que vous traitez la colonisation depuis l'Antiquité, ou alors seulement celle de la civilisation européenne du Pas du tout, c'est ce qui est dit dans le chapeau. Ce sont 4 siècles, oui, 4 siècles vous pouvez lire le chapeau, mais c'est vraiment 4 siècles d'épopée coloniale, c'est-à-dire que le hors-série divisé en 5 parties. Première partie, les pionniers, ceux de ce qu'on a appelé les vieilles colonies, c'est-à-dire l'Amérique. Il faut savoir que la France a possédé la totalité du Canada. On parle toujours de la Louisiane, mais c'était une Louisiane qui était 21 fois plus grande que la Louisiane actuelle, qui allait jusqu'au Texas, par exemple. La France a possédé 2 tiers de l'Inde aussi, c'était une vieille colonie. Après, effectivement, l'Indochine, toute la partie Indochine, le Vietnam qui était les anciens territoires Annam, Cochinchine, Tonkin, les comptoirs en Orient de Chine. Bernard Debré nous a fait qui avait écrit un livre sur Shanghai, nous a fait un très très beau portrait du premier consul aventurier de Shanghai, qui a débarqué tout seul un matin dans cette contrée. Ensuite, la troisième partie, c'est l'épopée africaine. Nous avons demandé au professeur Bernard Lugan le papier d'ouverture, et qui s'intitule très simplement « Le bilan positif de la France ». Et dedans, effectivement, c'est un travail qu'on oublie, effectivement, ce sont des informations qu'on oublie de dire aujourd'hui. Enfin, le nombre de routes, le nombre d'écoles, le nombre d'enseignants qui s'y sont consacrés. Et après quoi, nous avons une partie Algérie, qui est l'une des plus importantes. Et nous finissons par la colonie dans la culture, à travers les livres, le cinéma et autres. Et je signale, à propos de l'Algérie, que nous avons vraiment quelques documents tout à fait exceptionnels, puisqu'ils ne ont jamais été publiés. Ce sont les photos anthropométriques des grands chefs de l'Algérie française lorsqu'ils ont été incarcérés à la prison de Tulle. C'est-à-dire que nous avons les photos de Chasles, de Zalan, de Zeller, de Jouot, et aussi d'Élie de Saint-Marc. Nous reproduisons l'une des dernières grandes interviews avec, vous savez, leur fameux portrait de profil, de face, etc. Et qui, pour la petite histoire, vient du fils d'un ancien gardien de la prison de Tulle qui les avait conservés et qui les a offerts à une fondation qui nous les a prêtés pour l'occasion. Est-ce que vous abordez le côté de l'armée d'Afrique qui a été, notamment pour la guerre 14-18, l'armée qui a formé tous les grands maréchaux qui ont gagné la guerre 14-18. Mais écoutez, vous parlez d'or parce qu'il y a effectivement, évidemment, grande place aux questions militaires, pas de colonisation sans effectivement, en tout cas culture militaire, hein, pas violence militaire, mais effectivement nous consacrons une très grande page aux pages glorieuses de l'armée française aux 4 coins du monde, mais aussi effectivement à ces armées d'Afrique qui se sont battues, alors avec de ce qu'on appelait à l'époque les indigènes, mais aussi évidemment les pieds noirs et les populations locales pendant la guerre de 1914-1918 et pendant la guerre 39-45.
Est-ce que vous avez fait un rapprochement avec les autres colonisations, colonisation portugaise, espagnole, anglaise, belge, allemande? On dit souvent que la colonisation française a été certainement la plus douce des colonisations. Absolument. Certaines ont été plus Absolument. dures, la plus colonisation française, en fait, à part l'expérience, la grande aventure algérienne, 132 ans, qui a été quand même une colonisation de peuplement, n'a pas été de manière générale, il faut bien le reconnaître, une colonisation de peuplement. En Indochine, nous avions très peu de personnes. On a possédé une partie de l'Australie, qui le sait, qui s'en souvient. Et voilà. Alors, c'était donc une colonisation très différente, parce qu'effectivement plus douce. En fait, c'était une colonisation de valeurs à transmettre, beaucoup plus que de violence, contrairement d'ailleurs à ce que disent la plupart des gens. J'ajoute qu'on a fait faire un truc qui est assez rigolo, qui est, on a fait faire une carte à l'échelle donc du monde, et on a placé sur cette carte toutes les possessions françaises si on les additionnait au cours des 4 siècles. Et c'est-à-dire aussi bien, on a eu, mais chacun l'a oublié, moi-même, je ne le savais plus, mais la France a eu des départements en Grèce, on a eu l'Albanie, évidemment la Syrie, le Liban, le 2/3 de l'Inde. Et effectivement, cette grande carte est tout de même extrêmement impressionnante. On peut considérer que la France, le drapeau français a été planté sur à peu près 25 à 30% du territoire mondial. Hein. Intéressant. J'en profite, Bernard, vous aviez, il y a 9 mois, ici, indiqué que vous aviez fait une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour lui demander d'apporter les preuves historiques de son accusation. Est-ce que vous avez reçu une réponse, au moins? Non, nous attendons toujours la réponse du chef de l'État. Et nous considérons quand même que ce silence est à la fois rassurant d'un certain côté, puisque en retournant en Algérie, il n'a plus évoqué cet aspect de colonisation négative, crime contre l'humanité, barbarie, mais ça reste une épée de Damoclès quand même sur la tête des Français, suspendue sur la tête des Français. Du jour au lendemain, il peut reprendre en tant que chef de l'État cette déclaration, et à ce moment-là, ça risquerait d'être assez catastrophique en termes politiques. Quelle va être la diffusion de ce premier numéro hors série, sous votre responsabilité, j'ai bien compris. Et il sera combien de temps en kiosque? En fait, souvent, c'est un trimestriel, donc il sera pendant 3 ans, 3 mois, autant pour moi, bien sûr, en kiosque. Et vraiment, nous avons la volonté là, de marquer un gros coup et d'avoir une diffusion de l'ordre de 100 000 exemplaires. Et il sera disponible dans les kiosques et marchands de journaux? Oui, bien sûr, comme les précédents, à partir du 24 mars et donc jusqu'à la fin mai. Alors, question encore, est-ce qu'on peut s'abonner seulement au hors-série, comme on le fait par exemple pour d'autres magazines qui ont un hors-série? On peut s'abonner qu'au hors-série. Ça va pouvoir être le cas à partir des prochaines semaines. Jusqu'à présent, effectivement, disons que la chose était possible, mais elle était peu promue en tout cas. Parfait. Et après ce numéro hors série, vous savez, toujours et après, sur la colonisation, est-ce que vous avez d'autres thèmes en vue aussi Écoutez, on a plein d'idées, mais c'est vrai que le moment n'est peut-être pas venu d'en parler. D'abord parce qu'on a de la concurrence. Ensuite, parce que c'est pas défini, il faut en parler. On en parlait de Kerdrel avec Yves Lebescon, qui a beaucoup travaillé avec moi sur ce dossier. Mais je vous promets que ce sera, quoi qu'il arrive, un numéro aussi fort et avec la même volonté de s'ancrer dans l'histoire et d'être fier de notre passé pour préparer un avenir qui, on l'espère, puisse être aussi glorieux que notre passé. Je vous pose la question différemment. Est-ce que dans ces hors-séries, vous allez essayer de faire autre chose que les hors-séries qui existent pour les magazines? Il y a Le Point, Le Figaro, bien évidemment. Est-ce que vous avez l'idée de faire autre chose? C'est-à-dire véritablement de faire plus percutant Le problème n'est peut-être pas de faire plus percutant, mais je crois qu'il faut que ce soit des sujets qui aient du sens. Je pense que les Français aujourd'hui, en tout cas les Français de droite, les lecteurs de Valeurs Actuelles et ceux qui sont susceptibles de l'être, attendent de nous des sujets qui ont du sens, qui s'inscrivent dans un ADN français et qui, quelque part, ressuscitent nos valeurs. On ne fera pas de hors-série sur les comiques français ou sur les plus grands faits divers. On fera des hors-séries si on en fait sur des personnages historiques qui incarnent pour nous la France. Le but du jeu à travers ces articles et ces unes, c'est effectivement
toujours le même, il est de défendre l'identité française et ce qu'on a comme image de l'identité française, c'est-à-dire une identité française non dégradée, une identité française éternelle, une identité française qui serait susceptible de retrouver de la grandeur. Alors vous allez pouvoir demander à Bernard Colle la suite de ce hors-série, parce que vous dites depuis des années que c'est la décolonisation qui a été un crime contre l'humanité et qu'il faut reconnaître que ça a été un crime comme un fait historique. Aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose de démontré, ne serait-ce que par la campagne que nous menons depuis 2008 maintenant, notamment dans Valeurs Actuelles. Nous avons publié 12 annonces dans Valeurs Actuelles pour présenter nos arguments et qui n'ont suscité aucune réaction. Donc en fait, on peut considérer aujourd'hui que la déclaration de François Hollande du 25 septembre 2016, reconnaissant la responsabilité de l'État dans l'abandon et le massacre des rapatriés, notamment des Harkis, qui est le drame le plus critique de cette fin de guerre d'Algérie, et qu'elle est un acquis historique maintenant, puisque personne ne l'a contesté, et personne ne le conteste. La France, elle n'a pas à se repentir. Bien sûr que non, et elle a surtout d'ailleurs à s'excuser, et à s'excuser encore pour ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu différentes sortes de décolonisation, soyons honnêtes. Au Tunisie, en Maroc, ça ne s'est pas passé de la même manière, c'est passé de manière plus apaisée. Idem pour le Liban, pour la Syrie, pour certains pays africains aussi. Mais il y a effectivement cette trace indélébile de ce qui s'est passé en Algérie et qui ne passera jamais, y compris quand le dernier pied noir aura disparu. Il faudra absolument, et il faut, que la France s'excuse de ce qu'elle a fait là-bas, c'est-à-dire un terrible mensonge qui a entraîné des centaines de milliers de victimes innocentes. On parle dedans, par exemple, on consacre un grand article avec des témoignages de familles de disparus. Près de 3000 personnes ont disparu en Algérie sans qu'on ne sache absolument pas ce qu'elles sont devenues. Il n'y a eu aucune recherche de l'État français qui ont été effectuées après 1962. On a rencontré des gens qui vous racontent que, encore aujourd'hui, quelque part, ils ne peuvent pas s'empêcher, quand une voiture se gare devant leur porte, quand le téléphone sonne, quand voilà, il y a un bruit mystérieux, de se dire mais c'est papa, c'est maman qui revient, c'est mon frère. Et ça, je veux dire, la France porte une responsabilité considérable, et elle s'honorerait, ce mot honneur qui est quand même un très beau mot, de le reconnaître. Et des personnalités comme Élie de Saint-Marc, sur ces questions de disparus, l'ont dit haut et fort, et bien mieux que je ne puis le dire ici. Alors 2018 va être l'année qui va marquer le 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République. Et notamment, on sait le rôle qu'a joué l'Algérie dans ce retour et cette création de cette Constitution. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui pourrait être abordé dans un hors-série de cette nature? Écoutez, un hors-série, je ne sais pas, et ce sont des sujets qui sont évidemment d'actualité, consacrer tout un sujet à la Constitution de 50, pourquoi pas d'ailleurs un jour un hors-série qui serait consacré à De Gaulle avec des regards partagés sur le personnage. Mais je crois encore une fois que nous, la quête principale, elle est d'aller aux racines de ce qu'est la France et aux racines donc de ce qu'elle doit continuer d'être. Je pense que c'est notre rôle, c'est d'être un rôle de transmetteur et de fierté de ce qu'on a été, sans ignorer qu'il y a eu évidemment, bien sûr, des tâches, mais la République française en a commis, y compris ici, sur le sol métropolitain. Donc la question n'est pas là. Disons que tous les autres, systématiquement, s'autoflagellent, font effectivement de l'histoire française une histoire dont il faut s'excuser. Nous disons non, l'histoire française, il n'y a pas à s'excuser, peut-être sur un certain nombre de choses, mais globalement, pour reprendre ce qu'il disait Georges Marchais sur nos soviétiques, le bilan est tout à fait positif. Merci Arnaud Folk d'être venu sur beaucoup. Plateau de Forum. Merci. Symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Alors on se retrouve pour au Forum avec une nouvelle partie consacrée à une décision du Conseil constitutionnel. Alors on va essayer d'être le plus clair possible. Le Conseil constitutionnel vient de déclarer anticonstitutionnelle une loi de 63 qui n'accordait de pension qu'aux seules victimes de nationalité française des attentats du FLN lors de la guerre d'Algérie. C'est clair? Parfait. Cette décision a été prise à la suite d'une demande d'un Algérien, résident en France actuellement, et qui a été blessé lors d'un attentat du FLN en 1958, alors qu'il était âgé de 8 ans, si je ne me trompe pas, et qu'il était
Français. À l'époque, il était français. D'accord. Alors désormais, donc, tous les étrangers se trouvant en Algérie du 1er novembre 1954 au 29 septembre 1962 peuvent prétendre à une pension. Alors comment expliquez-vous cette décision tardive qui, quand même, si j'ai bien compris, va permettre à un Algérien d'aujourd'hui de réclamer une pension à la France pour un attentat commis par leur libérateur, entre guillemets, c'est-à-dire les terroristes du FLN? Alors, beaucoup de Français ont été surpris, effectivement, par cette décision du Conseil constitutionnel. Mais en fait, cette décision du Conseil constitutionnel ne fait que rappeler que l'Algérie était française du 1er novembre 1958 au 3 juillet 62 et non pas au 29 septembre 62, date qui marque en fait la création du premier gouvernement algérien. Le Conseil constitutionnel, en fait, ne fait que rappeler que le devoir d'un État, c'est de protéger ses citoyens. Donc c'est tout à fait logique que ce jeune Français à l'époque, qui avait 8 ans, qui a été victime d'un attentat du FLN, aujourd'hui, n'ayant pas été protégé par l'État français, puisque l'Algérie était constituée de départements français, se retourne contre l'État protecteur, dont la souveraineté, à l'époque, sur l'Algérie, était la France. Tous ceux qui se souviennent de cette période, notamment des événements du 13 mai 1958, le slogan du retour du général de Gaulle à l'époque, c'est « Avec de Gaulle, tous Français ». Avec de Gaulle, tous Français. Alors pourquoi le 29 septembre 62? Vous m'avez expliqué ça, mais je ne saisis pas très bien, parce qu'en fait l'Algérie, elle est indépendante, c'est le 3 juillet 62. Donc entre le 3 juillet et le 29 septembre, qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, l'Algérie devient indépendante le 3 juillet 1962. À partir du 3 juillet 1962, la France n'a plus de responsabilité. D'ailleurs, le gouvernement de l'époque et le général de Gaulle se retirent derrière cet argument pour ne pas s'occuper des Français d'Algérie qui vont être massacrés le 5 juillet 1962 à Oran, en disant qu'ils n'avaient plus le pouvoir d'intervenir et que c'était de la responsabilité du nouveau gouvernement algérien. Bon, il se trouve que l'Algérie a connu une période très agité à ce moment-là, de guerre interne pour la prise de pouvoir, et que, officiellement, le premier gouvernement algérien date effectivement de la fin septembre 1962. Et je pense que ça a arrangé, bon, une des explications, c'est que ça a arrangé le gouvernement français de l'époque de prendre en compte les victimes qui avaient eu lieu entre le 3 juillet et le 29 septembre 62, parce que en se déclarant notamment pour les disparus en Algérie, les milliers de disparus en Algérie, les familles qui considéraient, pour avoir une pension, il fallait faire reconnaître que la personne était décédée. Donc, sans la preuve du décès de la personne, ces personnes ont pu toucher une pension. Or, à l'époque, ces familles étaient tellement désespérées, étaient tellement traumatisées par la situation qu'elles ont vécue, que beaucoup de familles ont accepté ce marché de l'État français, et ça a permis de mettre un été noir sur le drame des disparus à cette époque-là. Ça peut être une des explications, à notre avis, ça nous paraît être la plus crédible aujourd'hui. Mais alors, dans un certain sens, Bernard, le Conseil constitutionnel ne vient-il pas finalement de renforcer l'argument que vous mettez toujours en avant depuis le début de votre campagne, vérité et justice pour les Français rapatriés? C'est la justice, et elle est la même pour tous. Tout à fait. Nous mettons en avant, depuis le début de la campagne, l'argument constitutionnel qui est l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, qui précise que la loi doit être la même pour tous, mais le Conseil constitutionnel aurait pu rajouter aussi que la loi doit être l'expression de la volonté générale et que tous les citoyens ont droit de contribuer, d'y concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. C'est-à-dire que c'est exactement ce que nous faisons avec le collectif Vérité et Justice pour les Français rapatriés, c'est que nous avons des propositions qu'on pourrait qualifier de citoyennes, que nous présentons aussi bien au gouvernement, aux parlementaires, qu'aux Français par le biais de la campagne de presse dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est en validant ces propositions que nous sommes arrivés à l'expression de la loi que nous avons déposée le 16 juillet 2014 par Maître Collard, la loi Vérité et Justice pour les Français rapatriés à l'Assemblée nationale. On va considérer quand même que cette décision permet de se demander si depuis son adoption, le 4 octobre 1958, notre Constitution, ses principes fondateurs, ont toujours été véritablement respectés.
Oui, puisque le Conseil constitutionnel a mis 55 ans à s'apercevoir qu'une loi de 63 n'était pas constitutionnelle, eh bien on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas eu d'autres violations de la Constitution à l'époque. Parce que, comme l'a dit François Hollande le 19 mars 2016, la guerre d'Algérie était une guerre civile. Il n'y avait que des Français. Les sécessionnistes du FLN étaient de nationalité française. Et là aussi, l'article 3 du titre 1 de la Constitution est précis. Le suffrage en France doit toujours être universel, égal et secret. Or, les référendums qui ont eu lieu en Algérie à cette période-là, le référendum notamment du 8 avril 1962 et le référendum du 1er juillet 1962, n'ont pas fait appel à ce côté universel du peuple français. Il ne faut pas oublier que le gouvernement de la République française, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Or, à cette époque-là, on a le sentiment que le gouvernement de la République française, c'est le gouvernement de De Gaulle, par De Gaulle et pour De Gaulle. Donc, en fait, on est dans une dérive de la Constitution et on a le sentiment qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui hérite de ce système, a peut-être envie d'en sortir. C'est d'ailleurs l'expression de son discours du 3 juillet 2017 à Versailles, Versailles réuni. Dont on va peut-être écouter un tout petit extrait pour voir qu'effectivement il y a un vrai problème constitutionnel à l'heure actuelle en France. À accueillir le président de la République. Derrière tous ces faux procès, on trouve le même vice. Le vice qui empoisonne depuis trop longtemps le débat public. Le déni de réalité. Le refus de voir le réel en face. Là-dessus, j'ai toujours considéré que le peuple français était plus sage et plus avisé que beaucoup ne le croient. Voyons la réalité en face. Elle est là. Notre mission historique. Cette mission, la mienne, celle du gouvernement, la vôtre, n'est pas dévolue à un petit nombre. Elle est dévolue à tous, car chacun y a sa part. La France possède des trésors de créativité, des ressources inépuisables. De redonner à ceux qui sont exclus la simple dignité de l'existence, leur juste place dans le projet national. Le mandat du peuple, c'est aussi le mandat de la confiance et de la transparence. Le mandat du peuple, c'est enfin le mandat de la fidélité historique. Les Français demandent à leur gouvernement de rester fidèle à l'histoire de la France. Encore faut-il s'entendre sur le sens que l'on donne à ces mots. Ces dernières années, l'histoire a été prise en otage par le débat politique. Nous avons vu fleurir l'histoire pro-coloniale et celle de la repentance. En tant que garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics, j'agirai en suivant 3 principes. L'efficacité, la représentativité et la responsabilité. L'efficacité d'abord. Il nous faut du temps pour penser la loi, du temps pour la concevoir, la discuter et la voter. La voix des citoyens concernés par les textes que vous votez ne saurait être perçue comme attentatoire à la dignité du législateur, afin que l'expression directe de nos concitoyens soit mieux prise en compte et que les propositions des Français puissent être présentées dans un cadre défini et construit à la représentation nationale. Là aussi, il en va de la représentativité de notre démocratie. La France a vécu assez d'épreuves, connu assez de grandeur, pour n'être pas ce peuple enfant que l'on berce d'illusions. Chaque Français a sa part de responsabilité et son rôle à jouer dans la conquête à venir. Je veux ici vous parler avec franchise de ce que trop souvent on n'ose pas nommer, le terrorisme islamiste et les moyens de le combattre. Que devons-nous aux victimes? Que devons-nous à nos compatriotes qui sont morts? Que devons-nous à la France endeuillée
par ces assassinats marqués du sceau de la lâcheté, de la bêtise, de l'aveuglement. Certainement pas de nous limiter à l'esprit victimaire ou à la seule commémoration. Nous leur devons la fidélité à nous-mêmes, à nos valeurs, à nos principes. Mais cette liberté ne se tiendrait pas si notre deuxième principe d'action n'était de retrouver le socle de notre fraternité. Le troisième principe d'action de notre mobilisation sera de redonner place à l'intelligence française. C'est comprendre que les Français sont précisément assez intelligents pour faire leur chemin tout seuls. Ce ne sont pas les Français qu'il faudrait désintoxiquer de l'interventionnisme public, c'est l'État lui-même. La vocation de la France, sa fidélité à son histoire, est de savoir construire la paix et promouvoir la dignité des personnes. Vive la République, vive la France. Bravo, symbole de courage, fier noir, reflet de volonté. On vient d'écouter Emmanuel Macron. Vous avez écrit au chef de l'État pour lui rappeler que les référendums du 8 avril 62 et du 1er juillet 62 étaient anticonstitutionnels. Là encore, pour quelles raisons précises? Alors, je viens de le rappeler, effectivement, il est anticonstitutionnel parce que tout référendum doit être universel, égal et secret, donc là, il n'était pas universel. Lors de la Constitution de 1958, qui a été votée par 97% des 10 millions de Français d'Algérie à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs, comme s'était exprimé le 4 juin 1958 au Forum d'Alger le général de Gaulle, eh bien, lors du scrutin d'autodétermination du 8 janvier 1961, tous les Français ont voté, de métropole comme d'Algérie, mais le résultat n'ayant pas satisfait le général de Gaulle, lors du référendum qui a suivi, parce que là on a eu une répétition de référendums, hein. Après on n'en a plus eu, mais là en 61-62 on a eu 3 référendums. Le référendum du 8 avril 1962, qui donnait carte blanche au général de Gaulle pour les accords à venir à signer avec le FLN, eh bien pour ce référendum, seuls les Français de métropole ont pu voter. On a exclu du vote les 10 millions de Français à part entière d'Algérie, et pour les exclure, de Gaulle a eu un recours à une astuce qui est tout à fait anticonstitutionnelle, c'est qu'il s'est servi du fait qu'avant son retour au pouvoir, il y avait 2 statuts en Algérie, le statut de droit local, auquel la majorité des Algériens avaient adhéré, et le statut de droit commun auquel tous les Européens d'Algérie avaient participé. Donc en fait, de Gaulle avait supprimé ces 2 statuts le 4 juin 58 par sa fameuse déclaration « Il n'y a plus en Algérie que des Français à part entière », et il a rétabli ce statut-là, et il a fait faire un vote limité à la métropole et aux casernes d'Algérie, parce que le gouvernement a installé des bureaux de vote dans les casernes d'Algérie pour que le contingent puisse voter, alors que les Français d'Algérie, qui étaient directement impliqués, les 10 millions de Français d'Algérie, qui étaient directement impliqués par ce référendum, n'ont pas eu le droit de vote. Donc il y a vraiment violation de la Constitution dans cet article fondamental, qui est le côté universel du vote en France. Vous signez qu'il y a eu alors violation de la Déclaration des droits de l'homme de 48, pourtant signée par la France. Alors c'est pire encore, puisqu'en fait, pour retirer sa nationalité à un citoyen, on ne peut pas le faire. Aucun État ne peut le faire de sa propre autorité. Il faut qu'il obtienne le consentement de la personne à laquelle on retire sa nationalité. C'est l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Là aussi, la France a violé un accord que la France a signé, puisque la France est signataire de cet accord. Donc en fait, pour le référendum, par exemple, du 1er juillet 1962, alors là, c'est l'inverse. Les Français de métropole ne sont pas exprimés, ce sont les seuls Français d'Afrique du Nord qui se sont exprimés. Mais il faut voir qu'à l'époque, le 1er juillet 62, il y avait déjà 1 million de Français d'Algérie qui avaient quitté l'Algérie. Et on leur a, sous la menace de la valise ou le cercueil, qui était le slogan à l'époque du FLN. Et on ne leur a pas installé des bureaux de vote en France pour leur dire, puisque vous avez quitté l'Algérie, vous allez voter en France, comme les soldats du contingent avaient pu le faire le 8 avril 1962. Monsieur Boulin, pourtant, qui était alors notre ministre des Rapatriés, avait déclaré quand même
dans la presse à l'époque que nous étions des vacanciers. Donc, eh bien, et puisque nous étions des vacanciers, c'est-à-dire que nous étions enclins à retourner dans nos départements ensuite. Donc, on aurait dû voter en France. Alors, dans ces vacanciers, eh combien de harkis, dont beaucoup n'avaient connu la France, comme le rappelait d'ailleurs le Bachaga Boalem, qu'en venant la défendre en 1939, et puis la libérer d'ailleurs aussi en 1944-1945. Tout à fait. Malheureusement, nos compatriotes harkis faisaient partie des 9 millions d'Algériens dont auxquels le général de Gaulle avait retiré leur nationalité, comme on vient de le voir. Et il est arrivé à peu près 20 000 familles, 20 000 chefs de famille, à peu près 80 à 90 000 personnes, dans le courant du mois de juin jusqu'au mois de septembre 1962. Ils étaient alors Algériens virtuels. C'est-à-dire que la France leur avait retiré leur nationalité et il a fallu qu'ils payent un timbre de 15 francs à l'époque pour retrouver leur nationalité française. Ils n'avaient la possibilité de retrouver leur nationalité française qu'en allant se déclarer au tribunal d'instance, payer un timbre de 15 francs, et ça, ils ne pouvaient le faire que jusqu'au 1er février 1963. Donc tout a été fait à l'époque pour rejeter ces quelques dizaines de milliers de Français, absolument français, par le sang versé, comme vous l'avez rappelé. L'État français voulait les rejeter en Algérie. D'ailleurs, malheureusement, certains ont été expulsés en Algérie et massacrés en Algérie. Voilà la situation qui nous a conduit à utiliser l'équivalence 19 mars 1962 égale 16 juillet 1942, car l'État français, en 7 mois de paix des accords d'Évian, a fait plus de victimes que 7 années de guerre, et notamment a fait 2 fois plus de victimes que nos compatriotes juifs pendant 4 années d'occupation par l'Allemagne nazie. Donc en fait, on est dans une situation similaire, en termes et même encore pire, puisque à l'époque, la France n'était pas occupée. Donc c'est volontairement que l'État français a décidé d'abandonner 10 millions de compatriotes en Afrique. Sur les chiffres de 80 000 à 100 000 ou 150 000 harkis, vous savez bien, Bernard Colle, que ces chiffres sont d'ailleurs difficiles à évaluer réellement, et puis qu'il y a quand même encore un débat autour de ces chiffres. Oui, tout à fait. Bon, il y a un débat autour de ces chiffres. Bon, lors la deuxième réunion du comité, du groupe de travail, effectivement, l'historien Jean-Jacques Jordi a émis le chiffre de 47 000 à 50 000 victimes. Bon, et ça a évidemment provoqué une réaction très vive des harkis qui étaient présents, puisque le chiffre se situe plutôt, selon les historiens, entre 80 000 et 150 000. Mais en réalité, ce n'est pas l'exactitude du chiffre qui compte. C'est déjà, même si c'était 50 000, ce serait énorme. C'est vraiment, en quelques mois, 50 000 Français massacrés, c'est quelque chose que l'on a très rarement vu dans l'histoire de France. Alors, comment expliquez-vous que ces massacres et cet exode auraient dû évidemment avoir une incidence, finalement, sur les résultats des référendums? Alors là, au contraire, et vous êtes le premier à souligner l'augmentation du nombre de votants, au lieu, comme on pourrait logiquement le penser, de le voir diminuer. Comment on explique ces fluctuations, finalement, assez surprenantes des résultats électoraux? Alors là, nous sommes quand même surpris de voir qu'aucun historien, aucun politologue, aucun spécialiste de la guerre d'Algérie ne se soit penché sur les chiffres, les résultats de ces différents référendums. En 1958, il y a en Algérie, lors du vote du 28 octobre 58 de la Constitution française, il y a 10 millions de Français à part entière. 4 400 000 ont voté oui pour que l'Algérie reste française. Le 1er juillet 1962, sur toujours ces 10 millions d'habitants, il y a 5 900 000 votants pour le oui à De Gaulle pour l'indépendance de l'Algérie. Or, pendant ces années de guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, si on écoute effectivement le chef de l'État, et ça a été la barbarie coloniale, et qui aurait massacré 1 500 000 Algériens. Donc on est quand même surpris déjà qu'il y ait une perte, avec une perte de 1 500 000 Algériens, on ait une croissance aussi importante des votants. Et puis d'autre part, le 1er juillet 62, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà 1 million de Français d'Algérie qui ont quitté l'Algérie. Donc en fait, quand on enlève ce déficit de 2,5 millions de personnes, on devrait plutôt voir une baisse spectaculaire du nombre de votants. Là, pas du tout. Le score augmente de 35%. Donc là, il y a effectivement une interrogation qui concerne
à la fois les historiens, mais aussi les mathématiciens, puisqu'il faudrait qu'un mathématicien de renommée internationale comme Cédric Villani, qui est lui-même fils de Pied-Noir, nouveau député LREM, se penche sur la question et vienne nous expliquer ces chiffres, ces résultats curieux. On va passer à la nouvelle partie de ce forum, où en est la relation État-rapatrié. Symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Alors, après cette nécessaire évocation du passé, pensez-vous quand même que la politique du gouvernement envers les rapatriés, elle change un peu, ou change réellement avec Emmanuel Macron? Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 25 septembre, le chef de l'État a reçu 2 groupes de harkis. Il s'est engagé pour une loi de reconnaissance et de réparation qui est actuellement limitée aux harkis, mais qui devrait en réalité couvrir l'ensemble des Français rapatriés. On le verra tout à l'heure. Aujourd'hui, cette commission s'est réunie plusieurs fois. Il faut souligner que dans ce groupe de travail, nous avons un peu ce qui s'y passe. Nous savons un peu ce qui s'y passe grâce aux excellents comptes rendus de certains participants, notamment les membres du Comité national de liaison des harkis, qui diffusent un compte rendu qui est très précis et qui est un excellent outil de travail. Alors, notons aussi que le 5 décembre 2017, pour la commémoration des victimes civiles de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé. Donc nous pensons quand même qu'il y a un côté positif dans cette décision d'Emmanuel Macron de créer ce groupe de travail. Maintenant, évidemment, tout va dépendre du résultat. Ouais, est-ce que vraiment la méthode Macron, elle est différente de celle de ses prédécesseurs dans ce domaine-là? Dans sa rapidité, on pourrait penser que oui. Là, le groupe de travail a été créé très rapidement. Et ce groupe de travail est présidé par un préfet qui doit remettre son rapport à la fin mai 2018. Donc là, on est dans des laps de temps très courts. Il nous reste 2 mois pour que le rapport qui soit remis au chef de l'État, pour que la mission de ce groupe de travail, qui sur le fond est excellente, remette un texte d'une proposition de loi d'un projet de loi relatif à la réparation et à la reconnaissance des crimes subis par les harkis, ne peut être que positif. Et les personnes qui sont nommées dans ce groupe de travail, vous considérez que c'est quand même aussi un gage de réussite possible? Alors, il faut d'être assuré. Il faut reconnaître que depuis le 18 décembre 2014, la relation rapatriée avait été coupée après une réunion avec notre ministre de l'époque, Jean-Marc Todeschini, et que là, le préfet qui a été nommé par Emmanuel Macron s'appelle Dominique Sceaux. C'est un ancien chef de cabinet de François Hollande, donc qui est parfaitement au courant des lettres que nous a adressées le cabinet de François Hollande, dont celle de sa collègue Isabelle Sima du 22 mars 2013, dans laquelle le chef de l'État reconnaissait officiellement la responsabilité de la France dans l'abandon et les massacres des Français rapatriés, et non pas uniquement des harkis. Il y a aussi dans ce groupe Madame Rose Marie-Antoine, dont nous avons déjà parlé dans les précédents au forum, qui depuis le 29 décembre 2014 doit préparer, en concertation avec les associations représentatives de rapatriés, des mesures en faveur des rapatriés. Et il y a surtout le fait que Madame Rose Marie-Antoine, qui est directrice générale de l'ONAC, est aussi responsable du guichet unique des rapatriés, qui depuis le 1er janvier 2015 rassemble tous les outils nécessaires pour assurer la mise en place de mesures nouvelles en faveur des rapatriés. Voilà. Nous attendons d'ailleurs le rapport des mesures que préconise Madame Rose Marie-Antoine. Vous y croyez à ce groupe de travail, sérieusement? Est-ce que vous considérez que le choix des personnes a été fait de manière assez démocratique, transparente? Est-ce que cela vous rassure? Eh bien, nous considérons que ce groupe de travail a un mérite, comme tous les outils, c'est d'exister déjà. Donc, dans ce groupe de travail, en dehors de Mme Rose Marie-Antoine, qui, elle, est un haut fonctionnaire, Mme Rose Marie-Antoine exécute les directives qu'elle reçoit du gouvernement en place. Il y a aussi un parlementaire. Il y a le député Olivier Damézin, qui est un nouveau député de la majorité Emmanuel Macron, qui est député du Lot-et-Garonne et qui a été choisi personnellement par le chef de l'État parce que dans le Lot-et-Garonne, il y a le fameux camp de Bias, où se trouve d'ailleurs, qui est le siège du Comité national de liaison des harkis,
Et d'ailleurs, le préfet Dominique Sceaux vient de rendre visite au harki du camp de Bias. Il y a un outil qui existe, qui est opérationnel. Le tout est de savoir comment on l'utilise, comment il va fonctionner. Et nous pensons qu'il est possible d'arriver à un texte de loi tout à fait acceptable pour l'ensemble des rapatriés avec cet outil. Bon, vous considérez que ce groupe de travail, il connaît son sujet, il est capable d'avoir connaissance, de connaître les problèmes qui sont enfin à régler, et toujours à régler d'ailleurs. Alors là, par contre, la méthode Macron ressemble beaucoup aux méthodes précédentes. Dans ce groupe de travail, il y a des hauts fonctionnaires, il y a des fonctionnaires, et il y a 10 représentants de la communauté harki et 10 remplaçants, 10 suppléants, qui ont été nommés effectivement de façon tout à fait non transparente, tout à fait opaque. La plupart, si vous voulez, ce sont des personnes peu connues. Il y en a un certain nombre qui sont connus dans la communauté rapatriée pour leur action, mais aujourd'hui avec Internet, il est relativement simple à tout citoyen de vérifier quel est le parcours d'une personne qualifiée ou non qualifiée en tapant dans Internet son nom et son prénom avec quelques mots-clés, et on a tout de suite le profil de cette personne, ce qu'elle a fait et ce qu'elle propose justement sur le sujet dont elle a à traiter. Alors ce groupe de travail, il est vraiment, je reviens à cette question-là, est-ce que vous pensez qu'il peut aboutir à quelque chose, ou est-ce que vous considérez qu'il est anticonstitutionnel, comme vous dites souvent ce terme-là, vous l'utilisez souvent? Oui, il est anticonstitutionnel, puisque là, le choix des personnes présentes n'a pas été fait de façon transparente, mais à la limite, ce n'est pas très grave, parce que dans une communauté aussi variée que la communauté harki, qui a 150 associations, comme la communauté Pied Noir, faire un groupe représentatif, c'est très difficile. Donc nous disons, partons de ce groupe. Il y a dans ce groupe d'excellents éléments, notamment nos amis du Comité national de liaison des harkis, actuellement présidé par Bouaza Gasmi, et avec Mohan Sassi, qui sont 2 personnalités très connues de nos compatriotes. Le Comité national de liaison des harkis est celui qui a déposé plainte en 2001 avec son président d'alors, notre regretté ami Boussa Dazni, qui a déposé plainte pour crime contre l'humanité devant le tribunal de Paris. Je vous propose d'ailleurs de regarder une petite séquence vidéo en hommage à Boussa Dazni, qui a été un des leaders. Si les déclarations en faveur des harkis se multiplient, les mesures concrètes ne suivent pas. En 2000, le président algérien insulte en France les harkis. 9 d'entre eux, rescapés du massacre de 1962, déposent une plainte contre X pour crime contre l'humanité qui est relayée par tous les médias. Nul ne peut plus dire « je ne savais pas ». Nous a traité de collabos. Si la France ne nous avait pas désarmés, ne nous avait pas abandonnés, le FLN ne nous aurait pas massacrés, ne nous aurait pas tués. Pas un ghetto, madame. Je vais employer un mot. D'abord, c'est un camp. Je ne veux pas dire le mot camp de concentration, je peux le dire. On n'a pas été tués, mais on est des morts vivants. Ils sont engagés contre des rebelles et de hors-la-loi. Et aujourd'hui, cette plainte, elle est pour quoi? Elle est pour la vérité. Et la vérité, elle est dramatique, elle est terrible et elle est atroce. Ça fait 39 ans que nous nous plaignons de différentes manières. Nous avons manifesté, nous avons fait des grèves de la faim, nous avons tout fait, ça n'a rien donné. Selon un sondage de Paris Match, 65% des Français considèrent aujourd'hui que la France s'est mal comportée envers les harkis. Pourtant, les socialistes veulent encore imposer la date du 19 mars 62. Nous avons d'ailleurs porté plainte, non pas contre l'État français, contre la France, parce que nous n'attaquons pas la France, nous ne sommes pas des terroristes, mais contre le gouvernement de l'époque. Si aujourd'hui les députés votent le 19 mars contre fin de la guerre d'Algérie, c'est insulter la communauté harki, c'est insulter les morts, c'est mépriser tous les morts qu'il y a eu, aussi bien les 150 000 harkis, parce qu'il y a eu véritablement 150 000 harkis qui ont été massacrés, les 25 000 pieds noirs qui ont disparu, mais aussi des soldats français qui sont morts après cette date. Que tout le monde a la même arme que les autres, c'est-à-dire le vote, le droit de vote. Et le vote, il faut que chacun sanctionne les députés qui voteront cette loi infâme. Symbole de courage, pied noir, reflet de volonté. Cette indispensable enquête générale auprès de l'ensemble des Français rapatriés est-elle possible dans le court laps de temps finalement qui a été fixé par le chef de l'État qui veut toujours aller très vite? Avez-vous des propositions finalement pour pallier à ce manque de moyens?
Alors, le préfet Dominique Sceaux a effectivement demandé au groupe de travail que chaque harki puisse s'exprimer personnellement sur les attentes financières qu'il attend de la loi. Or, pour le faire, évidemment, c'est un peu compliqué. La communauté harki représente à peu près 300 000 à 400 000 personnes directement concernées, et cette expression n'est pas facile à réaliser. Or, il existe un outil qui permettrait de le faire, c'est le serveur national de l'Office national des anciens combattants, qui dispose d'un formulaire en ligne qui permet très facilement l'expression individuelle de chaque harki et de chaque rapatrié. Et c'est la campagne que nous avons lancée, c'est inscrivez-vous directement en ligne grâce au serveur national de l'Office des anciens combattants qui va vous permettre de faire remonter directement au préfet Sceaux l'attente personnelle que vous avez de cette loi. J'entends déjà quelques téléspectateurs qui vont se dire, c'est quand on n'a pas Internet. Ceux qui nous regardent, ils ont Internet, mais ceux qui ne l'ont pas, comment fait-on? Alors en fait, 80% des rapatriés ont, comme tous les Français, Internet. Et ceux qui n'ont pas Internet, il y a les associations, les 62 associations de la campagne et leurs responsables qui sont là pour les aider. Et d'autre part, il y a toujours dans une famille un petit-fils ou un fils qui peut aider le grand-père ou le père à remplir ce questionnaire sur Internet. Et nous avons aussi un formulaire écrit. Il suffit de nous écrire à Jeune Pied Noir. Vous voyez l'adresse qui s'affiche actuellement sur l'écran pour recevoir ce questionnaire et vous pourrez répondre et mentionner vos attentes. Alors, vous avez fait part de votre démarche auprès de votre ministre de tutelle, Madame Darrieussecq. Vous avez pris aussi à témoin le préfet qui se charge de ce groupe de travail, Madame Rose-Marie Antoine. Par lettre recommandée, vous leur avez informé de votre démarche. Comment ils prennent cette initiative citoyenne, comme on dit, et participative? Alors, nous informons effectivement de toutes nos démarches le chef de l'État, le cabinet du chef de l'État, du Premier ministre et les ministres concernés, ainsi que les 925 parlementaires. Pour l'instant, si vous voulez, nous n'avons aucune réaction, comme d'ailleurs dans toutes les actions que nous avons menées avant, nous n'avons strictement aucune réaction du gouvernement, puisqu'en fait, nous sommes là pour les aider. C'est une opération qui va dans le sens de la mission qui a été confiée au préfet Dominique Sceaux. On ne voit pas très bien le reproche qu'on pourrait nous faire. En fait, dans la réalité, vous pourriez dire au préfet que depuis des années, depuis 2014 même, vous avez reçu des centaines et des centaines de questionnaires, vous êtes en contact avec de nombreuses associations et particuliers. En fait, vous savez ce qu'attendent financièrement les différentes catégories de Français rapatriés d'une nouvelle loi quand elle sera, si possible, définitive. Alors, la difficulté de cette nouvelle loi, c'est qu'elle prend en compte la réparation des préjudices moraux. Or, c'est très difficile de chiffrer un préjudice moral, la perte d'un parent, quelqu'un qui a perdu un proche dans un attentat, etc. L'exode, tout ceci a été évidemment... ce sont des questions que les rapatriés ont du mal à appréhender, que beaucoup de rapatriés ont du mal à appréhender. Donc ça fait 4 ans, effectivement, que nous avons... avec des spécialistes, regarder la jurisprudence, regarder ce qui s'est passé pour des communautés similaires, nos compatriotes arméniens, juifs, d'autres communautés qui ont connu des souffrances semblables, et nous sommes arrivés effectivement à un barème qui semble correspondre, mais qui mérite d'être discuté par l'ensemble des bénéficiaires, barème que vous voyez s'afficher actuellement à l'écran. Alors, pour les harkis, les enfants et les veuves de harkis, ça va aller de 100 000 € pour la première génération à 10 000 € pour la troisième génération, puisqu'il y a des enfants qui sont nés dans les camps, qui ont eu ce qu'on appelle aujourd'hui une perte de chance, notamment en scolarisation, et qu'il faut tenir compte de tout ça. Pour les autres rapatriés, les pieds noirs, les anciens combattants qui ont eu des conséquences de cette politique de décolonisation, les barèmes sont effectivement les mêmes pour les victimes de disparus, d'attentats, etc., 100 000 €, mais après, ils sont plus dégressifs car 90% des rapatriés n'ont pas eu de victimes pendant toute la guerre d'Algérie. C'est une guerre qui a fait très peu de morts du côté civil, et donc on peut se contenter d'un barème beaucoup plus bas selon la jurisprudence et selon tous les cas que nous avons étudiés précédemment. S'il y a des gens qui sont passifs, la justice française, elle n'est pas tout le temps passive. Le tribunal de Rennes a eu à se prononcer sur le cas d'une compatriote rapatriée d'Indochine
elle estimait que la durée de procès, enfin le tribunal a estimé que la durée du procès qu'elle avait fait à l'État depuis plus de 20 ans avait été trop longue, et il lui a accordé 6 000 euros pour préjudice moral. Oui, alors voilà un exemple, ça fait partie de la jurisprudence. La justice a reconnu que la procédure de 20 ans, ça fait 20 ans que cette compatriote d'Indochine se bat pour obtenir ses droits, tout simplement, et qui a été surendettée à cause du fait d'une indemnisation qui n'a pas été faite en temps et en heure. La justice vient de lui accorder 6 000 euros pour préjudice moral. Eh bien, c'est une base de réflexion. C'est pour ça que nous arrivons aux sommes que j'ai indiquées tout à l'heure. Et d'ailleurs, cette jurisprudence va dans le cas de l'affaire Saint-Aubin. Alors, ceux qui se souviennent de cette dramatique affaire, le 5 juillet 64, un jeune homme de 19 ans est assassiné par les services spéciaux français à la place du trésorier de l'OAS. Eh bien, François Mitterrand a accordé à la famille, en 1984, 20 ans après, il a accordé 500 000 francs à l'époque, c'est-à-dire 70 000 euros de dommages et intérêts. Et les médias ont annoncé aussi dès lors que l'Allemagne va indemniser, si j'ai bien compris, par un forfait, cette fois-ci, un montant dont j'ai plus le chiffre, vous me le direz, environ 25 000 de nos compatriotes français juifs d'Algérie pour des préjudices moraux, là aussi, qu'ils ont subis. Tout à fait. L'Allemagne va indemniser 25 000 Français d'origine juive d'Algérie à hauteur d'un forfait de 2 500 euros. Là aussi, ça fait partie, si vous voulez, de la jurisprudence, cette fois-là, presque internationale, puisque c'est l'Allemagne qui rembourse des Français. Et en plus, l'organisme qui va s'occuper de cette indemnisation va le faire dans un délai très court. C'est-à-dire que tout va être bouclé au mois de juin et l'ensemble des sommes seront versées avant la fin de l'année 2018. Et nous disons au gouvernement français, prenez exemple sur cet organisme dont vous voyez les coordonnées à l'écran et qui va permettre à nos compatriotes juifs d'Algérie d'être indemnisés pour les préjudices des lois discriminatoires qu'ils ont subies de l'État français. Sans remettre en cause, bien évidemment, cette volonté, cette nécessité, j'attire votre attention, Bernard Colle, mais vous avez sûrement réfléchi à cette question, qu'en admettant que la loi soit votée, vous voyez quel budget ça représente? Comment fait-on? Alors le calcul a déjà été fait, le budget a été fait avec le Conseil économique et social en 2007, 42 milliards d'euros, mais nous sommes exactement là aussi... Non, mais c'est une somme considérable. Oui, c'est une somme considérable, mais nous sommes aussi dans le cadre de l'indemnisation de nos compatriotes, par l'Allemagne, des 800 000 victimes de la Shoah. Le montant total de cette indemnisation est de 72 milliards d'euros, c'est-à-dire 90 000 euros par personne. Si on rajoute aux 42 milliards d'euros de compléments que nous demandons aujourd'hui, les 35 milliards d'euros déjà versés par la France, on arrive à 77 milliards d'euros pour 1 450 60 000 rapatriés. Donc ça fait moins d'ailleurs que ce qui aurait été versé par l'Allemagne pour les victimes de la Shoah, puisqu'on arrive à 53 000 euros par personne. Voilà, c'est peut-être triste de parler de chiffres sur des événements aussi dramatiques, mais la réalité, elle est là. Donc l'Allemagne, qui a été un pays vaincu en 1945, a pu rembourser depuis 1952 sa dette vis-à-vis de ses victimes. La France, pays vainqueur en 1945, pourrait le faire très facilement. C'est une question simplement de volonté politique, si elle le veut, pour les Français rapatriés. Vous considérez que 2018, ce serait une bonne date, une date symbolique, parce qu'on serait au 60e anniversaire de la Constitution de mai 58. Tout à fait. Nous pensons que Emmanuel Macron, qui va prendre sa décision au mois de mai, le mois de mai, ce sera le retour du général de Gaulle au pouvoir grâce aux événements d'Algérie du mai-juin 1958. Ce sera le 60e anniversaire au mois d'octobre, le 4 octobre de la Constitution française. Nous pensons qu'il y a une coïncidence historique qui permettrait effectivement de régler définitivement le problème des Français rapatriés. Et avant de passer au dernier chapitre de notre Haut Forum, est-ce que vous avez quand même un message rapidement à adresser à toutes les personnes concernées pour, comme vous le dites souvent, gagner ensemble? Très politique comme... Oui, nous sommes arrivés, je crois, à la dernière étape de notre long combat, 2008-2018, 10 années de campagne. Que faut-il faire? Eh bien, c'est relativement simple. On vous l'a dit, s'inscrire directement par le formulaire en ligne de l'ONAC, l'Office national des anciens combattants, responsable du guichet unique des rapatriés, faire savoir à vos proches, à vos amis, à vos parents,
faire connaître le montant de la réparation que vous souhaiteriez avoir pour le préjudice moral et pour le solde d'indemnisation. Le solde d'indemnisation, c'est beaucoup plus facile à calculer parce que l'État dispose de tous les dossiers. Et nous sommes arrivés à une situation où, effectivement, on a une chance de gagner. Ne la laissons pas passer. Nous pourrions le regretter. Un engagement de 2 mois, c'est pas très compliqué à faire et tout le monde peut participer par Internet à ce résultat. Parfait. Allez, on passe à l'actualité des rapatriés et de leurs amis, si vous le voulez bien, tout de suite. Symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. L'actualité des rapatriés et de leurs amis, c'est le dernier point de ce 8e numéro de Forum. Le mois de mars, c'est un mois douloureux pour les Français d'Algérie qui, tous les ans, se recueillent en souvenir de ceux qui les ont défendus ou en mémoire, bien sûr, des victimes de la politique du gouvernement d'alors. Bien sûr, il y a des dates, 11 mars, il y a 19 mars, il y a 26 mars, avec beaucoup de cérémonies pour quelques dates et puis pas de cérémonies pour d'autres. Je vous laisse parler de ce mois de mars. Alors effectivement, le 11 mars 1963, c'est la mort du colonel Jean-Bastien Thierry, qui tous les ans est commémoré. En ce 55e anniversaire de son décès, il y a eu de nombreuses manifestations dans toute la France, dont notamment une exposition à Paris, qui a connu un très grand succès. Et puis une messe aussi, je crois. Comment ? Et une messe aussi. Il y a une messe, il y a eu, comme tous les ans, un recueillement sur la tombe du colonel Bastien Thierry à Bourg-la-Reine. Le 19 mars, évidemment, c'est une date que les Français rapatriés ne commémorent pas. Nous sommes toujours hostiles à cette date et notamment nous demandons l'abrogation de la loi qui a été votée en cachette et en toute vitesse en 2012. Nous demandons à ce que cette loi soit abrogée. Le 26 mars 1962, c'est la terrible fusillade de la rue d'Isly. Et là, il y a des commémorations aussi partout dans toute la France, notamment à Paris, à 17h. Les associations du souvenir 26 mars 1962 et des familles des victimes du 26 mars se recueilleront à l'Arc de Triomphe par un dépôt de gerbes à avec 17h, tous leurs amis. Le 26 mars, ça c'est pour 26 Paris, mars. mais en province, il y a peut-être aussi d'autres rencontres. Alors en province, il va y avoir évidemment toute une série de rencontres avec les déplacements du préfet Dominique Sceaux, du groupe de travail qui se trouve notamment dans le sud de la France. Il va y avoir une rencontre à Brignoles le 5 mai, une rencontre importante, et nous invitons tous nos compatriotes évidemment à suivre cette actualité en nous demandant les informations par Internet ou par téléphone, mais en nous envoyant leur adresse courriel, nous pouvons leur diffuser ces informations par Internet. Et il y a aussi d'excellents sites harkis, notamment, je n'ai parlé, le site du Comité national de liaison des harkis, le site des harkis de la Dordogne aussi est un excellent site Internet. Et vous avez aussi toutes les revues rapatriées et anciens combattants qui nous soutiennent, La Voix du combattant, L'Écho de l'Oranie, Secours de France, qui sont des revues particulièrement bien fournies et qui donnent beaucoup d'informations sur la vie de la communauté. Voilà, on garde une date en tête, la rencontre du 5 mai, et c'est à Brignoles, et c'est dans le Var. Tout à fait. Voilà. Eh bien, écoutez, on a terminé, le temps est écoulé. Alors, il y a peut-être 2 bouquins que vous voulez évoquer. Allez, je vous donne 1 minute pour le faire. Alors, dans les ouvrages récents qui viennent de sortir, nous avons le témoignage d'un de nos amis qui a eu une très belle carrière internationale en tant qu'architecte, M. Louis Bachou, qui a publié 2 ouvrages très intéressants, à la fois racontant sa vie en Algérie, dans le bled, parce que c'est un pied noir des champs, c'est un pied noir de l'intérieur des terres, et ces 2 ouvrages permettront aux Français qui ne connaissent pas la vie des rapatriés, et particulièrement en Algérie, de se rendre compte de ce que c'était que la vie d'un pied noir à cette époque-là, dans les années 50-60 en Algérie. Voilà, Louis Bachou. Eh bien, merci beaucoup, Bernard Colle. On se retrouve pour le 9e au Forum Je l'espère. en 2018. Pour annoncer la loi rapatriée de reconnaissance et de réparation. On croise les doigts. Noir, symbole de courage, ciel noir, reflet de volonté. Toute confession, sans distinction, fils de pionnier. Ciel noir, c'est notre seul bagage.